J'espère que vous allez pouvoir découvrir votre ville sous un angle que vous n'avez pas encore connu. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça un peu le travail du SEG. Donc, l'organisation de la balade, on va remonter dans le temps, mais un peu à l'envers. Donc, puisqu'on va rejoindre là, on va aller rejoindre le canal. Du canal, on va passer sur les années 80, 90 un petit peu. On va très vite rejoindre la fin des années 60, on va dire même 70. Et puis, on va remonter sur la place du Sarlat. Et on va remonter jusqu'aux années 61, 62, 63 et revenir sur l'ensemble du Sarlat. Alors, j'ai entendu quelqu'un qui disait tout à l'heure, je crois que c'est monsieur, qui disait « J'habite à côté du stade, je ne fais pas partie du Sarlat. » Si, vous êtes dans le quartier du Sarlat. Vraiment, le quartier du Sarlat, à la base, c'était 120 hectares. Et c'est tout la partie, en fait, alors il y a différents noms qui ont été donnés, et qui sont issus des noms d'origine de ces quartiers-là. Mais là, en gros, aujourd'hui, ce qu'on va considérer comme étant le quartier du Sarlat, c'est ce qui part du bord du canal ici, et qui remonte jusqu'à la départementale 101. C'est toute cette partie-là. Et ça intègre aussi, et donc entre les deux digues que vous devez connaître, donc il y a celle très connue de la cartonnerie, et puis il y a celle de la palissade qui s'appelle... Boulevard du Chasselas. C'est pas le boulevard du Chasselas? Pardon? C'est pas le boulevard du Chasselas? Non, c'est pas celui-là. Alors j'oublie systématiquement. Oui, c'est ça. C'est le boulevard du lycée, mais il a un autre nom. Oui. Je l'ai noté dans le Voilà. Donc voilà, ça c'est pour préciser la zone sur laquelle on va se promener aujourd'hui et dont on va parler aujourd'hui. Alors ce qu'on peut faire, si vous le souhaitez, on peut aller tout de suite au niveau du canal, et ça sera aussi un repère par rapport à la géographie de la ville pour savoir où on se situe à peu près, puisque j'ai entendu que certains sont moissagais, donc connaissent pas mal le coin, mais d'autres pas du tout, et donc c'est bien aussi de prendre des repères avant de partir sur la balade. Donc l'idée en gros, c'est ce que je vous disais, c'est de prendre un peu quelques repères dans la ville. Donc vous pouvez ouvrir le plan, enfin regarder le plan actuel, qui est celui-ci, donc sur lequel il est noté 2020. En fait. Donc là, j'ai positionné avec un pointillé jaune les deux digues dont je parlais tout à l'heure, avec un pointillé rose l'avenue du Sarlat, et j'ai encerclé donc tout ce quartier dont je vous parlais tout à l'heure. On vient de quitter le point bleu du Varium et on se trouve, vous voyez là en gros la flèche Cité du Maroc, le bout de la flèche, on se trouve en face, donc vous voyez le tracé du canal, et donc en face, voilà, on est vraiment à l'endroit où passe la flèche pointant la Cité du Maroc qui est là. Voilà. Donc ce que je voulais vous présenter de la ville, c'est un peu son implantation géographique et comment la ville s'est développée au cours du temps. Donc, Moissac s'est implanté au croisement, attention, Sac s'est implanté au croisement des grandes voies de communication, que ce soit les voies de communication fluviales ou que ce soit les voies de communication terrestres, qui étaient à la base des grandes voies romaines. Et ça, bien avant l'implantation du canal, de la voie ferrée. Donc, et les premières implantations de la ville se font sur une zone qui est hors d'atteinte des caprices de la rivière. Donc on a dans un premier temps, alors vous pouvez du coup vous repérer sur le plan de 1820-1860. Ah, oh, je vous vois mis. Donc la première implantation, c'est l'église Saint-Martin, le petit point orange, vous regardez ce plan-là. La première implantation, c'est l'église Saint-Martin à l'Antiquité. Alors aujourd'hui, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était, à l'origine, puisqu'à l'Antiquité, là, on trouvait des bains, en fait, romains. Et on a trouvé, en faisant des fouilles, on a trouvé différents éléments qui attestent, effectivement, que des bains romains se trouvaient à cet endroit-là. Ça, c'est à l'Antiquité. 11e, 12e siècle, c'est l'abbaye Saint-Pierre, bénédictine, l'abbaye bénédictine de Saint-Pierre, qui s'implante toujours hors d'eau, en fait, sur les pieds du contrefort. Au fil du temps, le bourg va s'agglomérer, se développer autour de l'abbaye. Le bourg monastique est dessiné, la délimité
par un trait en pointillé orange. Donc, si on reprend le plan que je vous montrais tout à l'heure, actuel 2020, et le plan 1820-1866, on a déjà à cette époque-là la trace du canal. On a la zone, on a l'écluse, pardon, pas l'écluse, le lien avec le Tarn qui est ici, à côté duquel on se trouve. Et là, on s'aperçoit, j'ai remis sur ce plan-là les éléments dont je parlais tout à l'heure. Les deux digues, donc celle de la cartonnerie n'existait pas, et j'ai positionné la zone du Sarlat pour vous repérer. Au fil du temps, donc, la ville va se développer et son développement va suivre l'essor industriel du milieu du 19e siècle. Donc, et cet essor, il va être possible grâce justement à l'arrivée de nouveaux équipements comme le canal, la voie ferrée et tous les équipements qui sont liés à ces deux éléments-là. Et donc progressivement, ce développement se fait aussi grâce à l'essor économique de la ville qui va démarrer dès le XVIIIe siècle. Et puis donc ce que je disais, au milieu du XIXe siècle, les grandes infrastructures, canal, voies ferrées et tous les ponts. Donc la ville qui s'était d'abord organisée autour de ce noyau médiéval, autour de l'abbaye Saint-Pierre, va d'abord se développer vers l'ouest de la ville et va progressivement se développer vers l'est. Il faudra quand même attendre effectivement les années 60 pour que la ville se développe vraiment du côté est. Pourquoi la ville s'est développée du côté est ? Parce que c'est la seule partie du territoire, on va dire, communal qui permet cette extension de la ville. En face de nous, on les voit très peu, mais en face de nous, donc le sud est derrière nous, le nord est ici, en face de nous. Donc en face de nous, les coteaux bloquent le développement urbain. Côté ouest, nord-ouest, on a ce goulet d'étranglement qui est ici, qui empêche aussi le développement, et puis la ville s'est déjà développée de ce côté-là. Et donc la seule zone sur laquelle la ville va pouvoir s'étendre, c'est la partie est. Malheureusement, c'est aussi la partie qui est submersible, qui est inondable. Et donc en 1930, effectivement, Loïc Lepreux en parlait tout à l'heure, en mars 1930, il y a cette fameuse crue centenale qui va détruire une grande partie de la ville de Moissac, et donc qui atteste de ce phénomène et cette difficulté d'expansion de la ville. Sur la page, on reviendra sur les années 30, j'ai fait un bref chapitre. Sur la page suivante, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est comment la ville s'est constituée. C'est la forme urbaine que va prendre la ville au fil du temps. Donc les 4 petits plans que vous avez sur le côté sont des plans qui sont à la même échelle, en fait. Ce sont les plans de cadastre, donc en gros vue du ciel. Les petits carrés que vous voyez avec les stries, c'est la partie bâtiment. Et donc les zones d'encadrement, ce sont les limites des différentes parcelles. Donc quand on regarde le bourg 12e, 13e siècle et même 18, 19e siècle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une ville qui est très dense. Donc là, on est à l'intérieur de l'enceinte urbaine. On a une ville qui est très dense, qui est faite d'un entrelac de rues, qui est faite de toutes petites parcelles et donc de petits habitats. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il y a, alors là, le plan que je vous montre, c'est un plan quand même qui est actuel, qui prend compte aussi des évolutions du 19e siècle avec la création des places, le remplacement des boulevards, des fossés par les boulevards. Mais sur le principe, donc on a une ville qui est très dense et qui est assez irrégulière puisqu'elle est contenue à la base par l'enceinte. Au milieu du 19e siècle, et donc après la crue de 1930, on y reviendra, on va dessiner la ville différemment. On va avoir un tracé qui est orthogonal, on a des larges voies, ce qui n'était pas le cas dans le bourg ancien. Si vous comparez les deux plans, celui du bourg et du faubourg, on a des parcelles en lanière, on a aussi des grands îlots, on a des jardins. Alors, le faubourg s'est développé sur ce qui s'appelait l'enclos des jardins, les îlots, ce qui contenait les jardins vivriers. Au niveau du bourg, on a
des petites maisons, encore une fois, qui sont, comme c'était le cas dans le bourg ancien, on a des petites maisons qui sont en alignement sur la rue, et on a des maisons qui sont de faible hauteur, et qui sont en général avec des matériaux que l'on retrouve aussi dans le bourg, avec de la brique de terre cuite, de la brique de terre crue. Au fil du temps, on va donc, quand on va reconstruire après la crue de 1930, donc là c'est le quatrième petit dessin, Faubourg et Cité du Maroc. Donc à partir de 1930, on a un nouveau thème urbain qui apparaît, qui s'appelle le quartier pavillonnaire. C'est ce que vous avez en face donc. Et donc dans ce quartier pavillonnaire, si vous remarquez bien, le bâti n'est plus en alignement strict de la rue, il est en léger retrait. Les parcelles se sont agrandies. On n'est plus sur ce système de petits terrains en lanière, effectivement. Et puis, les parcelles s'agrandissent. Et puis, elles sont plantées aussi. Dans la partie faubourg, je vous disais que les jardins étaient un peu en cœur d'îlot. Là, le jardin est plutôt autour de la maison, mais aussi à l'arrière de la maison. Si on regarde le plan, c'est ce qui est intéressant au niveau de ces plans-là, c'est pour ça que je vous les ai mis. Ce qui est intéressant dans ces plans-là, c'est de voir comment la ville est dessinée. Le bâti est implanté et comment en fait la ville va passer de quelque chose de très dense à quelque chose qui va doucement au fil du temps, on le voit entre le bourg, le faubourg et la Cité du Maroc, et on reviendra après sur le quartier du Sarlat, comment la ville va s'étendre, comment elle va s'aérer aussi, et comment on va aussi organiser les îlots qui, je vous disais, au départ étaient quand même assez, on va dire, implantés avec un certain désordre, et comment là, on va partir sur des tracés qui sont de plus en plus rectilignes et qui vont organiser cette ville. Et on voit clairement, merci, on voit clairement sur ces dessins comment la densité diminue en fait, et comment la ville s'ouvre un petit peu et s'aère. Je suis arrivée jusqu'aux années 1930, la reconstruction après la crue. Donc, à partir de la moitié du XXe siècle, on va développer le quartier du Sarlat. On rentrera en détail sur le quartier du Sarlat. Et là, on est sur, encore une fois, de nouvelles formes urbaines et de nouveaux modes de penser la ville. On est toujours sur un tracé qui est assez, même clairement orthogonal, qui est clairement organisé, contrairement à ce qu'on pouvait penser de la ville moyenâgeuse, ce qu'on trouve dans le bourg. On va retrouver une mixité d'habitats, ce qui n'était pas le cas par exemple sur le quartier du Faubourg ou sur le Faubourg ou sur le quartier la Cité du Maroc. Contrairement à ce que l'on n'avait pas dans les faubourgs ou ce qu'on retrouve dans la Cité du Maroc, on va retrouver au niveau de la forme de l'habitat et au niveau de l'implantation une mixité en fait architecturale. Alors que dans la partie faubourg, que ce soit Cité du Maroc ou faubourg, on va retrouver là des immeubles, des barres d'immeubles. On va retrouver des maisons en bande qui sont attenantes. On va retrouver la question du jardin ouvrier, vivrier. Et puis on va aussi retrouver le pavillonnaire qu'on retrouve aussi, mais dans une forme différente, aussi que ce soit la parcelle ou l'architecture. On va retrouver ces éléments-là sur le quartier du Sarlat, qui va démolir une grande partie de l'ancien faubourg, avant la construction de la Cité du Maroc. Et donc la ville va se reconstruire sur elle-même en fait. Elle ne va pas s'étendre au-delà de ce qu'elle était au moment de la crue, elle va juste se reconstruire sur elle-même. Elle va se reconstruire grâce à des aides nationales et internationales. Et au moment de la crue, environ 80%, si je ne me trompe pas, parce que j'ai lu, 80% de la population moissagaise se trouve sans abri, sans logis. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre des logements provisoires. Ce sont les petits rectangles blancs que vous voyez sur le plan, le plus grand plan ici. Ah oui. Donc, j'ai repositionné, donc on a la trace du canal. Ici, c'est la digue de la Palissade, l'avenue du lycée. Et ici, c'est l'avenue du Sarlat, avant bien même qu'elle existe. Ce qu'on voit là sur ces documents, on voit bien, aussi bien sur la photo en élévation que sur la photo aérienne, on voit dans quel état est la ville avec quelques éléments, quelques bâtiments qui sont encore debout et le reste de la ville qui est sous les décombres. Donc, j'ai mis aussi une photo du pont ferroviaire
qui a été détruit suite à la crue, et le détournement de la voie ferrée, puisque la digue de la cartonnerie et le pont Cacor ont été utilisés pour permettre au train de continuer à acheminer les marchandises et les personnes. Voilà. Entre 1930 et 1950, en gros, ce que je disais, la ville va se reconstruire sur elle-même à partir de ses aides. Et donc la ville va s'inspirer de ce mouvement, c'est l'Art déco qui est né aux alentours de 1910, qui va perdurer jusqu'à 1930. Et bien ici, c'est à partir de 1930 que ce marqueur architectural va commencer à apparaître, et on le retrouve dans la cité du Maroc et dans la partie du faubourg qui va être reconstruite, je le disais. En 1950, c'est le plan que vous avez ici. La seule chose qui existe sur le quartier Sarlat, c'est le stade municipal qui est bâti aux alentours, d'après les sources que j'ai, aux alentours de 1900, enfin dans les années milieu 1940. Les jardins ouvriers et des puits qui vont être aussi créés pour l'alimentation en eau. Voilà. Et donc, sinon, mis à part ça, le reste du quartier, ce qu'on va appeler aujourd'hui le quartier Sarlat, est une grande zone agricole avec des terrains épars. Et la majorité de ces terrains-là appartiennent à une compagnie, la compagnie des Sœurs de la Miséricorde, qui vont en être propriétaires jusqu'à la fin des années 50 à peu près, on y reviendra. Correspondant de la Dépêche, Christian Lagui, qui a fait pas mal de recherches, il a interrogé les gens, donc il faut retrouver l'article dans la Dépêche. Il vous donnera plus d'informations. Je n'ai pas tout noté, mais il a carrément interrogé les gens. Mais il est toujours en fonction, il est privé. Ce quartier vient en réponse à une forte croissance démographique. Si vous regardez un petit peu le schéma, l'histogramme que je vous ai mis ici, en fait, donc on voit comment au fil des périodes de l'histoire, il y a eu des hausses de population et puis des diminutions. Et effectivement, à partir du milieu des années 30-40, on va avoir un essor de la population qui va s'accentuer effectivement vers la fin des années 50. Donc qu'est-ce qui fait cet essor? C'est tous les marqueurs qu'on va retrouver comme dans toutes les villes, les marqueurs historiques, plus ceux, on va dire, un peu plus particuliers à la ville de Moissac. Donc dans un premier temps, le gros marqueur historique, c'est le baby-boom d'après-guerre. Ici, en particulier, le marqueur, ça va être aussi le développement, je le disais, l'essor industriel, et en particulier l'usine Targa. Alors, la dame qui travaillait Targa, voilà, elle va vous dire pourquoi, si vous ne le savez pas, pourquoi l'usine s'appelle Targa. Ça s'appelle Targa, c'est Targa et Carole. L'abréviation, voilà. Donc, à l'origine. Oui, du caoutchouc, oui, tout à fait. Donc, le deuxième site en France de zone de malaxage de caoutchouc. D'accord. Alors, j'imagine que ça a été le deuxième, jusque si vous regardez les dates, jusque dans les années 80. En 70, l'usine, en 1970, l'usine, elle compte, alors on va le faire dans l'ordre. En 1948, l'usine compte 50 ouvriers. En 1960, elle est déjà passée à 800. Et en 1970, on est à 1200 ouvriers. Aujourd'hui... Vous étiez la 1201e. Peut-être que vous étiez voilà. Et aujourd'hui, on n'en compte plus que 60. Oui. C'est redevenu à l'origine. Ils sont ici, ils sont à Castel, non? Il y a beaucoup d'intérêt. Alors, je ne suis pas penchée sur les histoires de Targa, mais... Ils sont ici ou à Castel, ceux qui restent? Là. Moi, de ce que j'ai là, c'est les choisis. Est-ce que ça fonctionne encore? C'est dur. Oui. Donc, on comprend... C'est aluminium. Donc on comprend comment tout d'un coup, il y a eu un grand boom de la population ouvrière, et donc il a fallu loger. Alors le grand boom, c'était 1960 et 1970. Et puis aussi, Moissac a connu aussi un important essor agricole avec tout ce qui va être agriculture fruitière et puis le chasselas aussi. Donc là aussi, encore une fois, on a besoin de logements à la fois pour l'ensemble de cette... pardon. Et puis les pieds noirs aussi. C'est ce que le rapatriement. Donc c'est la bien dit, pardon. Voilà. Et donc exactement. Voilà, exactement. Donc d'abord, enfin, c'est tout ensemble et tout en même temps et ça se suit comme ça. C'est donc l'essor agricole qui
qui va aussi amener une grande partie de la main-d'œuvre étrangère aussi, qui va rester sur place. Et puis également, vous l'avez dit, le rapatriement. Alors le rapatriement, il va concerner à la fois les rapatriés d'Afrique du Nord, mais aussi les rapatriés d'outre-mer, puisque dans les documents que j'ai trouvés aux archives, on parle aussi du rapatriement d'outre-mer, en fait. Alors j'ai pas de chiffres, hein, mais voilà. Et donc tout ça, on voit bien comment, à partir, donc clairement, à partir des années 40, hein, ici, on va voir, alors il y a un petit mollissement au niveau du nombre d'habitants. Vous l'avez compris, hein? Donc les années sont ici c'est le nombre d'habitants. Et j'ai tracé un petit trait rouge pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a largement, et depuis les années 60, on dépasse largement les 10 000 personnes. Et le pic équivalent des 10 000 personnes sur Moissac, c'était au moment de l'essor industriel du 19e siècle, dont je parlais tout à l'heure, avec le développement industriel et commercial autour du canal, du chemin de fer, etc. Voilà. Et donc, l'extension Est, elle va commencer à être pensée. Alors, on parle souvent de quartier Sarlat années 60, mais en réalité, ça va être anticipé, mais bien avant, par la ville, cette extension. Le quartier S, donc je l'ai dit, c'est une réponse à une forte croissance, forte et rapide croissance démographique, mais c'est aussi donc une réponse à la crise du logement qu'on connaît et qui est liée justement en partie à l'essor démographique. Aux conséquences de la crue, hein, je vous l'ai dit, même si une partie de la population a été relogée grâce aux aides nationales ou internationales, il y a encore des gens qui ne sont pas logés à ce moment-là, ou mal logés en tout cas, et qu'il va falloir reloger. Le soleil arrive, on a un seul arbre, on en a là-bas si vous voulez, mais on va avancer. Et puis la question aussi des nouveaux modes d'habiter. Avant 1960, même avant 1900, encore en 1940, 1950, beaucoup des bâtiments qui existent, ou de l'habitat qui existe, est insalubre, n'a pas les commodités qu'on connaît aujourd'hui et qu'on va commencer à intégrer dès les années 30, ce qu'on trouve dans la cité du Maroc et dans le faubourg également, et qui va aussi se développer. Ces commodités, c'est la salle de bain dans la maison, c'est des espaces séparés pour chacun, voilà. Et puis aussi, on est aussi sur le marqueur historique, donc les reconstructions d'après-guerre. Tout ça va marquer des nouveaux modes d'habiter, des nouvelles façons de penser la ville pour répondre à ces nouveaux besoins, en fait, qui sont aussi cette question du confort, de la propriété privée, où doucement on va aller vers ces éléments-là. Voilà. Et donc aussi le rejet des anciens modes d'habiter. Et donc à partir de 1940, vous voyez, la ville a anticipé, la ville va faire ce qu'on pourrait appeler des réserves foncières. Le quartier du Sarlat, je vous disais, une grande majorité du quartier, alors je n'ai pas les chiffres exacts en termes d'hectares, mais c'est une grande majorité, appartenait à cette compagnie des Sœurs de la Miséricorde. Et donc la commune de Moissac va commencer à racheter, des terrains à cette compagnie de la Miséricorde, je le disais tout à l'heure, dans un premier temps pour créer le stade, les jardins ouvriers et les puits d'alimentation. Et puis, elle va laisser le reste en réserve et le reste en fermage, puisqu'il y a aussi beaucoup de petites fermes et de fermage sur ce terrain-là. D'un point de vue agricole, ce qui a été, quand le développement du quartier a été pensé ou proposé, ce qui en a été dit, c'est que finalement, ok, il a une vocation agricole, mais pas si intéressante que ça. Et vu, l'urgence en demande de logement et le peu de rapport de ces terres-là, mais oui, on pouvait en faire une extension de la ville. Et puis, ce que vous disiez aussi, les éléments géographiques qui font que le seul endroit où la ville peut se développer, de toute façon, c'est sur cette partie-là. Je ne l'ai pas dit, mais derrière le canal, sur Saint-Benoît, on est aussi sur la zone inondable. Donc, il n'y a pas moyen de se développer. Et là, quand on va installer la voie ferrée, quand on va détourner la voie ferrée sur la digue de la cartonnerie qui va être créée à ce moment-là, on va créer un élément qui va venir protéger cette zone-là. On est toujours aujourd'hui en zone inondable, hein, jusqu'au faubourg. Mais il n'empêche qu'on est quand même davantage protégé. Et donc tous ces éléments-là vont faire que les différents services qui vont étudier ce projet-là vont aussi donner leur approbation pour créer ce quartier, cette extension de ce côté-là. Il y a même, si vous regarderez dans le petit texte, alors c'est celui-là, non c'est un plus loin, j'y reviendrai.
sur un petit texte, il y a même à un moment donné, allez, que je ne me trompe pas, l'Assemblée, oui, l'Assemblée qui va étudier le projet, qui va demander à ce que la cote d'eau soit supprimée, justement. Parce que bon, ils ne sont pas fous, ils savent que le risque existe toujours, même s'il est, on va dire, minimisé, la présence du canal, les digues, mais on va imaginer un moment supprimer ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de protection contre les risques d'inondation. À un moment, avant les années 60, on va demander à la supprimer. Ça va être refusé. Hein. Donc dans le faubourg, dans la Cité du Maroc, je disais, la maison est avec un léger retrait par rapport à la voie. Là, vous voyez que vraiment, si on considère que, on le voit, cette parcelle est une espèce de carré. La maison est implantée au milieu de la parcelle et le terrain s'organise autour. Et puis ce que je vous disais aussi, c'est que la partie habitation, elle est à l'étage. Donc on n'a pas de lien avec le terrain, avec la parcelle. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que ces terrains, c'est plus des terrains d'aménagement. On n'est pas sur des terrains, des jardins vivriers. C'est pas des potagers, des choses comme ça. Dans les années 70, on a perdu un petit peu cette notion du jardin pour vivre, justement, pour se nourrir. Dans les années 70, on a des zones commerciales qui commencent aussi à se des magasins qui commencent à se développer. Et donc, les gens ne font plus leur jardin, et les gens n'ont plus le même rapport à la terre. Et ça va se ressentir aussi dans la façon dont on va investir nos parcelles, nos jardins, justement. Certaines maisons avaient le droit d'avoir des casquettes, comme celle-là. Certaines maisons avaient le droit d'avoir des nuances au niveau des couleurs des façades, des enduits de façade. Mais en gros, dans la forme, dans l'implantation, on devait respecter un modèle, on va dire un peu répétitif, et qui va aussi uniformiser ces maisons-là. Donc là, on est dans le quartier années 60, on va dire. Alors, quand je dis oui, années 60, c'est un peu avant les années 60, et la construction va se développer jusqu'à la fin des années 60 et début 70. Et je vous montrerai tout à l'heure différents plans. Alors, le bâtiment que vous avez là n'est pas du tout le premier construit. Les premiers construits, ils sont derrière encore, en fait. Celui-là, il va arriver vers, je vais me tromper, vers 65 ou 66, celui-là. Les premiers construits, ils vont débuter entre fin 60, début 61, 62. Donc, alors, je vous disais tout à l'heure, la ville, dès le milieu des années 40, fait l'acquisition d'une grande partie de ces parcelles-là pour la construction du stade municipal, pardon, qui est derrière. Oui, ça fait un peu du stade. Voilà, c'est ça. Et à partir des années en 1957, elle va récupérer progressivement tous ces terrains-là, et elle va commencer par la partie qui se trouve à l'arrière de cet immeuble. Et en 1957 également, la commune va diligenter une société privée pour dessiner un premier plan du quartier. Alors, je n'ai pas su dire, je ne sais pas vous dire si c'est la partie qui est derrière ou la totalité. En tout cas, cette société est missionnée pour faire un plan gracieusement. Et en fait, c'est quelque chose qui ne sortira jamais de terre. Et ce qui va être dessiné, la partie qui va être concernée en particulier, c'est celle qui se trouve, c'est celle qu'on vient de traverser. Or, comme je vous ai dit, celle qu'on vient de traverser, c'est fin 60, début 70 et en continuant sur les années 80. Et donc, ce premier projet ne pouvant pas être réalisé pour des raisons financières surtout, la commune va mettre en place un système va demander des aides, mettre en place un système de coopératives, que ce soit des coopératives d'habitat sociaux, que ce soit des coopératives privées qui vont intervenir avec des coopérateurs qui sont les futurs habitants, donc les acquéreurs de ces parcelles-là. Et donc, à partir de là, va développer les différents lotissements. Mais en amont, la ville va décider d'un plan d'aménagement global sur l'ensemble du quartier. Et c'est ce que vous avez ici, en fait. Ça, c'est un plan. Alors, vous avez... alors, je ne me trompe pas. Voilà. Celui qu'on voit là,
c'est un plan qui a été mis à jour en 1967. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à ce plan global d'aménagement, il va y avoir des révisions, il va y avoir des aménagements justement de ce plan qui va se faire par phase. Et en fonction des difficultés qu'on va rencontrer, qu'elles soient techniques, financières ou autres, ce plan d'aménagement global va évoluer. Et puis aussi en fonction des coopérateurs qui vont ou pas être présents pour acheter et des coopératives qui vont pouvoir porter la création des différents lotissements. Donc ici, on va dire c'est le plan, un des plans qui est mis à jour en 1967. Ici, c'est sur la base du premier plan de 1960 et mis à jour en 1962. Et là, avec les couleurs, on va retrouver ce qui était les tranches, les phases de travaux telles qu'elles étaient définies au départ, avec les différentes couleurs. Or, ce qu'on s'aperçoit quand on regarde ce plan-là, c'est qu'en fait, les phases de travaux qui correspondent à ce plan-là n'ont pas du tout été celles qui se sont faites dans la réalité, puisque on a des tranches ici, celle qui est en jaune et une partie de celle qui est en rose. Je l'ai écrit trop petit et avec les lunettes ce sera mieux. C'est voilà, la première phase c'est la jaune, la deuxième c'est la rose. Or, ce qui va se faire en premier, en réalité, c'est ce qui est derrière ce bâtiment. C'est la barre qui est en noir ici, et puis une partie uniquement du jaune et une partie du rose. Donc on voit comment, en fonction de la mise en place technique, financière, des aides qui vont arriver, comment en fait ce plan d'aménagement global il va être adapté ou chamboulé au fil du temps. Donc ça débute, je vous l'ai dit, en 57 et puis le vrai plan c'est 1960. Et à partir de 1960, on va commencer les premiers travaux. Et les premiers travaux, c'est pas du tout la construction. Les premiers travaux, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui quand on crée un lotissement, c'est d'abord ce qu'on appelle la viabilisation. Donc dans un premier temps, l'architecte, qui est Paul Lagneau, va dessiner, je vous disais, les zones qui vont être construites et celles qui vont être laissées libres, comme c'est le cas de la place Sarlat. Elle n'a pas évolué dans le temps. Dès le départ, la place Sarlat, elle a les limites en gros qu'elle a aujourd'hui. Par contre, son usage, son utilisation va évoluer au fil du temps, mais son emplacement et le fait que c'est censé devenir un jardin, un espace public, là, ça n'a pas évolué dans le temps, ça a toujours été défini comme tel. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, dans le phasage des travaux, on va d'abord commencer par créer la voirie, en fait, mais pas toute la voirie. On décide de développer au moment où on décide de développer le quartier de ce côté-là, on va d'abord créer la voirie de ce côté-là. Et quand on développe la voirie, avant de développer la voirie, qu'est-ce qu'on va développer? Les réseaux. Et ça, c'est une modernité dans la ville, parce que là, on va apporter les équipements publics, les réseaux collectifs, l'assainissement, l'électricité, l'éclairage public. Tout ça, ça n'existe pas, en tout cas pas sous cette forme-là, dans les parties faubourg et encore moins le bourg. Et ensuite, une fois qu'on a fait les dessertes, on va pouvoir définir le parcellaire. Donc on fait intervenir des géomètres qui vont détailler, qui vont dessiner des plans de détail de différentes parcelles. Il y a des coopérateurs, dont les fameux futurs acquéreurs, qui vont se faire connaître, qu'on va recenser sur des listes. Ce sont les coopératives qui vont s'occuper de ça. Tout ça, bien sûr, va être, on va dire, vérifié, validé en amont par la commune et d'autres instances publiques. Et puis, on va, au fur et à mesure, construire, au fur et à mesure que les coopérateurs se présentent. Et en suivant, je vous disais tout à l'heure, le cahier des charges. Parce que ce qui est valable pour le lotissement qui est là, qui s'est construit fin 60, est valable pour cela. À chaque fois, on a un cahier des charges qui dit ce qu'on peut faire, comment on doit le faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est systématique. Voilà. Donc, ces modèles-là, dans les années 60, on va s'inspirer des années 60 et 70, on va s'inspirer de ce qu'on va appeler les grands ensembles. Je vous disais au tout début que dans ces quartiers-là, on va trouver de la mixité.
cette mixité, donc on a ces grands immeubles collectifs qui sont construits sur un mode linéaire de barres parce qu'on crée du logement vertical et puis de la mixité sociale avec des petites maisons ouvrières. Donc les grands ensembles, et ça si vous allez voir le film ce soir, je pense qu'il en sera également question des grands ensembles. Donc ce quartier-là, il va intégrer plusieurs conceptions différentes, enfin plusieurs éléments qui vont participer aux nouvelles conceptions de la ville. D'abord, on a une conception qui est hygiéniste. Alors, l'hygiénisme, ça apparaît au milieu du 19e, mais là, on va être exacerbé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va rechercher, c'est à la fois le confort des habitants, la santé des habitants, la salubrité. On doit faire face, je le disais au début, à des logements qui ne sont pas adaptés, mais qui en plus sont insalubres. Ils n'ont pas toutes les commodités, mais en plus ils sont insalubres. Et là, comme on a eu aussi après les guerres, le problème des mal lotis, le problème des crises sanitaires aussi, on va chercher justement à endiguer ces problèmes-là en créant ces quartiers-là. Ce qui explique aussi qu'on est sur des lieux de vie qui sont très aérés, où l'extérieur est quand même mis en avant, ce qu'on n'avait pas sur les quartiers anciens. Et puis, on va intégrer aussi dans ces quartiers-là ces idéologies d'après-guerre avec les nouveaux besoins, les nouveaux modes d'habiter. Donc on a envie d'un lieu, d'un habitat qui, en plus d'être confortable, va apporter l'ensemble des commodités. Je vous le disais tout à l'heure, on a des pièces séparées. Chacun peut avoir un espace à soi. On a une vraie cuisine, donc on a des vrais équipements. On a une vraie salle de bain. Le sanitaire n'est pas une petite pièce au fond du jardin, enfin un cabanon au fond du jardin. Tout ça va être intégré, alors bien avant des années 60, mais on va retrouver ces éléments-là dans cet habitat. Et puis je le disais aussi, la question du jardin. Et puis tous les équipements modernes. Je parlais tout à l'heure de l'assainissement, je parlais de l'eau potable, mais on va aussi avoir le chauffage, la ventilation. C'est les prémices de tout ça. C'est pas ce qu'on en voit aujourd'hui avec des systèmes ultra automatisés, mais ces systèmes sont déjà présents dans ces logements-là. Et puis aussi, on va avoir de la lumière, ce qu'on n'a pas sur les bourgs. On l'a un peu plus dans le faubourg, on l'a dans la Cité du Maroc, parce que là on est quand même sur du pavillonnaire, un peu de prestige à partir des années 30, mais là clairement, même si effectivement au niveau de l'architecture on a des choses répétitives, mais en tout cas on va chercher la lumière. Clairement, cet immeuble-là, il est orienté au sud. Alors, c'est pas qu'un avantage, mais en tout cas, c'est un avantage pour la lumière, pour les apports de chaleur gratuite, etc. Alors après, du point de vue de l'énergie, dans les années 60, c'est pas du tout des bâtiments qui sont économes en énergie. On n'y est pas sur cette notion-là. Là, ce qu'on veut, c'est loger rapidement, en fait, et dans de meilleures conditions de vie. La question des énergies, elle va apparaître avec le choc pétrolier à partir de 1970. Là, on va commencer à se poser des vraies questions que l'on recommence à se poser aujourd'hui ou que l'on développe d'autant plus aujourd'hui. Et puis, je le disais, c'est aussi une nouvelle façon de penser la ville. On va ouvrir la ville en créant ces espaces-là. Alors là, on est sur un grand espace, la place du Sarlat, mais si vous regardez les autres immeubles, partout il y a de l'espace public. Quel que soit son usage, il y a de l'espace public. On le voit là, les enfants peuvent jouer en petit immeuble. On a aussi l'avènement de la voiture, des transports. Donc, il faut pouvoir garer sa voiture. D'ailleurs, on regardera tout à l'heure au départ, dans les années 60, ici, c'est pas du tout un parc, bien que c'est été dessiné pour en être un. C'est un grand parking. Ça n'est qu'un parking. Ceux qui habitent là ou qui connaissent le quartier depuis longtemps, et on le voit sur une des photos qui est à l'arrière. Donc, ce quartier, en fait, il va rassembler, peut-être de façon maladroite dans certains cas, mais il va rassembler tous cette nouvelle vision de la ville, ces nouveaux modes d'habiter. Effectivement des barres d'immeubles et les zones où on va avoir les maisons ouvrières qui sont installées, implantées en bande, alors avec des alignements plus ou moins identiques. Ça aussi, encore une fois, c'est défini dans le cahier des charges, l'alignement. Ce ne sont pas les coopérateurs qui ont décidé d'installer leur maison de telle ou telle façon. Clairement, il y a un retrait à observer sur certains types de parcelles, et en fonction de l'évolution. Le premier quartier qui est créé, en tout cas, il y a clairement trois types d'habitats créés. Il y a le collectif, l'immeuble, HLM. On est vraiment dans la notion d'HLM,
la maison ouvrière qui est en bande, avec ces bandes comme ça, qui se trouve ici, à l'arrière, celui-là. Et puis, celui-là est arrivé plus tard, en fait. Ça, c'est plutôt 72, plutôt ça. 70, 70. Et puis, on a aussi ce qu'ils ont appelé de l'habitat libre. C'est-à-dire, en fait, il n'y a de libre que parce que ce sont des petites maisons individuelles plantées au milieu de la parcelle. On est sur des modèles plus petits que ce qu'on va avoir en 70. Clairement, là aussi, je vous l'ai dit, on a un souci d'économie. Il faut loger des populations rapidement, des populations qui n'ont pas forcément des moyens maisons. On est encore en 1960, hein. On n'est pas encore sur l'élévation du niveau de vie qu'on va connaître à partir de 75-80. Donc on a aussi beaucoup de familles ouvrières, hein, la Targa, les exploitations agricoles. Donc on a des petits moyens. Et puis aussi, ce sont des constructions qui sont aidées, financées par l'État à un certain niveau. Hein. Donc il faut pouvoir rentrer dans un budget. Quand on fait des recherches aux archives, on s'aperçoit qu'en fait, tout est sous contrôle, en fait. Aussi bien où on va construire, comment on va construire et à quel prix on va construire. Et l'idée est de vraiment d'équilibrer tout ça et en particulier d'équilibrer les budgets. Et d'ailleurs, en faisant des recherches, on s'aperçoit aussi qu'à un moment, il y a des coopératives qui se sont engagées, genre 2-3 ans avant, 1960, 1961, à faire des projets qui vont sortir de terre 2-3 ans après. Et au moment où ils construisent, le coût des matériaux a augmenté. Ou on a des difficultés techniques, qui fait que le coût des travaux va augmenter. Et donc ça remet en question les travaux à ce moment-là. La proposition des bailleurs sociaux à l'époque, ils sont présents dans les coopératives, comment ça se passe? Alors, de ce que j'ai pu comprendre, il y a effectivement du bailleur social, mais sous forme c'est plutôt aussi des, je l'ai noté, c'est des offices, ils appellent ça des offices publics en fait. Donc, mais je pense que c'est les prémices des bailleurs sociaux. Parce que ça apparaît effectivement très tôt, la question du bailleur social, en fait, de l'aide sociale pour la création de logements. Et là, on les appelle les offices publics. Voilà. Et je vous l'ai dit, je crois, il y a une coopérative qui est mise en place, qui est la coopérative moissagaise. Je vais retrouver exactement. Voilà, la coopérative moissagaise de construction. Et c'est un peu cet élément-là qui va chapeauter le reste. Elle ne fait que s'occuper, en tout cas gérer la partie administrative. La partie technique, ce sont vraiment les coopératives qui sont mises en place, soit entre guillemets privées, soit publiques par ailleurs, soit les coopératives d'habitants qui vont gérer les différents projets. Mais oui, clairement, comme il y a de l'aide, il y a des subventions, je pense qu'ils sont présents aussi. L'étalement urbain, qui est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait revenir à quelque chose d'un peu plus dense sur nos villes pour arrêter de consommer de l'espace. Peut-être donner d'autres vocations à cet espace libre. Donc, mais là, dans les années 60, la question ne se pose pas. Dans les années 60, je vous disais tout à l'heure, on a envie de confort. On a envie d'un chez-soi. On a envie d'un jardin au pied de sa maison. On a envie de pouvoir se garer au pied de sa maison. On a envie de tous les éléments de confort dans sa maison. Et c'est ça aussi qui va pousser à, petit à petit, aller vers des constructions, en tout cas de 60 à 70, vers des constructions de plus en plus grandes. Et des constructions qui vont consommer de plus en plus d'espace. Voilà. Et donc c'est ce phénomène-là aujourd'hui sur lequel on a commencé à réfléchir comment on va peut-être mettre un frein à cet étalement urbain.